Et nous a rejoint Nicolas Tenzer, bonjour, enseignant à Sciences Po, auteur du blog politique international Tenzer Stratégie et auteur de Notre guerre aux éditions de l'Observatoire, Le crime et l'oubli. Justement, on va vous demander si la guerre en Ukraine, c'est aussi la guerre de l'Europe, puisque Emmanuel Macron, hier, depuis le Portugal, justement, disait qu'elle avait un caractère existentiel pour le vieux continent. Mais je voulais d'abord vous faire réagir à une déclaration qui est tombée de Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. Voilà ce qu'elle a déclaré, justement. Voilà quelle menace est sur la table. Nous n'allons plus nous contenter de signer des chèques en blanc pour une guerre dans un pays très lointain, sans une paix réelle et durable. La menace est là, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, les États-Unis menacent de se désengager, de ne plus livrer l'Ukraine. Oui, mais ce n'est pas nouveau. Je veux dire, c'était totalement attendu. C'est quelque chose que personnellement j'avais écrit, je crois, le 15 novembre, dans un article du 15 novembre sur mon blog, donc peu de temps après l'élection de Donald Trump, avant son investiture. Il est parfaitement évident que les États-Unis vont laisser tomber l'Ukraine, que les États-Unis sont passés de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la force, qu'ils sont aujourd'hui les alliés d'une puissance criminelle, la Russie. Full stop. Donc pour vous, aujourd'hui, Poutine a changé de camp. C'est-à-dire que l'amitié transatlantique n'existe plus. Mais de toute manière, la question, c'est pas une question d'amitié entre les peuples. Entre les peuples, moi, vous savez, je suis un fervent défenseur de l'alliance transatlantique depuis toujours, quelles que soient les fautes commises par d'autres administrations américaines, que ce soit celle de George W. Bush, ou que ce soit d'ailleurs celle d'Obama ou de Biden pour d'autres raisons. Et là, il y avait quand même une communauté de principes, de valeurs, d'intérêts. Aujourd'hui, cette communauté, elle n'existe plus. Je ne dis pas qu'elle n'existera plus jamais. Je ne sais pas qu'elle pourra se rétablir demain. Mais en tout cas, que tant que le Trump est à la Maison-Blanche, non. Et là, je suis parfaitement clair. Je veux dire, c'est déjà ce que disait Raymond Aron il y a plus de 60 ans. Il disait de toute manière, ce qui importe, ce n'est pas les États ou les nations intemporelles, ce sont les gouvernements et les pouvoirs en place. Donc quand on vous écoute, on a l'impression que tout était écrit et que finalement c'était un peu le plan de Donald Trump qui a été mis à exécution avec cette séquence-là. Oui, enfin c'est-à-dire que de toute manière, encore une fois, je dirais la complaisance, je ne le dirais pas uniquement pour des raisons financières avec la Russie, mais aussi pour des raisons idéologiques fondamentales entre cette administration, la connivence, le fait que Trump marque une indifférence totale aux droits des personnes, à la différence entre la victime et l'agresseur, entre le criminel et l'innocent, que les questions de bien, de juste n'ont plus aucun sens, que la vérité a totalement disparu. Je veux dire, tout ça, c'est des choses qui étaient parfaitement connues, qui fait partie du substrat idéologique de Trump et du peuple MAGA, entre guillemets, comme on dit. Voilà. Et que derrière, vous avez des gens qui font ça de manière beaucoup plus dure encore, parce que dans la scène d'hier, ce qui me paraissait le plus terrible, d'ailleurs, c'est l'attitude de J.D. Vance. Et J.D. Vance, effectivement, c'était celui, quand on lit le verbatim d'ailleurs de l'échange avec le président Zelensky et après l'intervention de Trump, on s'aperçoit que c'est vraiment lui qui fixe le là. Lui, il avait dit d'ailleurs, dans un entretien, avant qu'il devienne vice-président, l'Ukraine, je m'en moque. Il dit ça plus crûment. Bien sûr. Alors, quand on vous écoute aussi, on entend bien que pour vous, Donald Trump, en fait, c'est l'homme de Poutine maintenant. C'est ça que vous dites très clairement. Oui, enfin, c'est l'homme de Poutine. Alors, je suis même pas sûr qu'il soit parfaitement d'ailleurs conscient lui-même de ce qu'il fait. Ça, je n'en sais absolument rien. Mais aujourd'hui, vous avez un alignement idéologique entre ces puissances, les petites et moyennes puissances, puisque c'est avec mépris de cette manière dont Trump considère l'Ukraine, notamment, n'ont plus aucun intérêt à ses yeux. C'est pas des choses qui importent pour lui. Ce qui importe pour lui, c'est de se mirer dans la puissance ou la soi-disant puissance des autres, c'est-à-dire de la Chine et de la Russie. Et en fait, il va avoir exactement la même attitude vis-à-vis de la Chine. Tout le monde dit, ouais, il est dur vis-à-vis de la Chine. En fait, sa préoccupation, c'est la Chine. Ça, c'est de la géopolitique à dessous. Ça n'a strictement aucun sens. Aujourd'hui, Trump, en fait, il va s'allier avec la Chine. Taïwan, c'est à peu près pour lui la même chose que l'Ukraine, c'est-à-dire ils n'en ont rien à faire. Voilà, et c'est ça aussi la réalité. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous constituions cette alliance très forte entre les pays européens, mais pas que les pays européens, aussi des pays comme l'Australie, comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme le Canada, Taïwan d'ailleurs aussi. Taïwan, fondamentalement, c'est un pays, je dis insiste beaucoup sur pays, allié. Et je crois que voilà, il faut avoir cette reconnaissance. Il faut construire d'autres types d'alliances sur le plan mondial pour faire face, effectivement, pour l'instant. Encore une fois, tout ceci peut changer.
Alors, ça fait des semaines qu'on parle justement de ce réveil européen, de ce sursaut. Est-ce que là, vous pensez que c'est pour de bon? Est-ce que les mots vont être transformés en actes? Est-ce que finalement, là, maintenant, l'Europe a rendez-vous avec l'histoire? Je l'espère. Je n'ai pas de garantie, je n'ai pas de preuve. Je ne peux pas dire que je l'annonce et ça va se faire. Quelle est l'urgence et l'importance? Il y a une urgence absolue. Je veux dire, mais le problème, c'est que cette urgence, elle était réelle depuis avant, parce que les États-Unis, alors là, ils sont passés du côté de l'ennemi, si j'ose dire. Mais avant, il faut bien voir que sous l'administration Obama et surtout Biden, il n'allait pas assez loin dans la défense de l'Ukraine. Je veux dire, pensons que si Biden avait voulu, avec les alliés, pas uniquement Biden seul, pas uniquement les États-Unis seul, avec les pays européens, je veux dire, l'Ukraine pourrait déjà avoir gagné totalement cette guerre, la Russie pourrait être défaite, on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'en serait pas à ces menaces de Trump. Donc la faute, la culpabilité historique, elle repose aussi sur les administrations Obama 2014, avant d'ailleurs 2013 en Syrie, et bien sûr à partir de 2022 sur l'administration. Mais là, donc on le savait. D'ailleurs, d'une certaine manière, le président de la République, d'autres avaient dit, rappelez-vous, Emmanuel Macron, Eurosatori, juin 2022, eh bien, il faut passer en économie de guerre. Il le disait déjà, enfin pour les pays européens, il ne parlait pas que de la France. Ils ont dit beaucoup de choses, mais voilà. Dans les faits, est-ce qu'on est vraiment en économie de guerre? Je veux dire, on devrait déjà, en France, nous devrions déjà être à au moins 3,5% de notre PIB consacré à la défense. On devrait déjà y être. Les Britanniques, ils sont à 2,2%. Aussi, les Allemands, n'en parlons pas, les Italiens, les Espagnols aussi. Alors demain, je rappelle qu'il va y avoir donc un sommet justement organisé par le Premier ministre britannique Keir Starmer. Concrètement, très concrètement cette fois, s'il vous plaît, dans les actes, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se mobiliser? Est-ce qu'on a les moyens de voler au secours de l'Ukraine financièrement? Est-ce qu'il faut toucher par exemple aux avoirs gelés russes? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, envoyer des avions au-dessus de Kiev? Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? Alors, quelle décision peut prendre? La saisie des 200 milliards d'euros qui sont situés en Europe, sur les 300 milliards, à condition bien sûr que les autres le font, mais les autres sont résolus à le faire, semble-t-il, même les États-Unis, puisque Biden avait donné a priori son accord, je n'ai pas vu que Trump les redirait, eh bien je dirais il faut saisir l'intégralité de ces avoirs. Devant 210 milliards d'euros, donc pour soutenir l'Ukraine. Voilà, et là je veux dire, voilà, pour soutenir l'Ukraine, lui fournir des armes, lui acheter des armes, et là d'une certaine manière, peu importe d'où viennent ces armes, dans le soutien à l'Ukraine. Je ne parle pas de la question de l'Europe, là c'est un peu différent, mais il faut aider massivement l'Ukraine. L'Ukraine surtout, il faut quand même le rappeler, n'est pas défaite. On entend parfois des gens qui disent « Ah, l'Ukraine, ça y est, c'est terminé pour elle, ils ont perdu la guerre ». Non. D'abord, rappelons toujours, les Russes, ils ont progressé de 3865 km² en 2024, c'est 6% du territoire ukrainien. Les Russes n'arrivent toujours pas à reprendre, malgré tout, la région de Koursk. Ils développent des missiles, ils sont devenus les premiers en matière de drones. Sur le plan mondial, en termes de technologie, ils sont devenus les premiers. Donc, je veux dire, on n'est pas dans la défaite absolue, mais avec l'aide européenne, on peut. Là, ça devient précaire quand même sans les États-Unis. Situation difficile. C'est pas, oui, mais c'est précaire, difficile. Le président Zelensky est le premier à le reconnaître, oui, c'est vrai, mais pas du tout une situation désespérée. Soyons parfaitement clairs là-dessus. L'Europe, jusqu'à présent, ça a été rappelé d'ailleurs par Emmanuel Macron lors de la rencontre lundi avec Trump, donné plus que les États-Unis. Qu'après tout, on a des plus. Donc, je veux dire, ne faisons pas une sorte de. Ne donnons pas des verges pour nous faire battre, ne donnons pas une image, je dirais, désastreuse de nous-mêmes, parce que nous sommes mieux. Donc ça, on peut faire. Passer en économie de guerre, oui. Alors, il va falloir faire des sacrifices. Il faudra que les différents dirigeants européens, et les Français notamment, expliquent à leurs opinions pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est urgent, quelle est la réalité de la menace. Il faudra faire des choix. Alors, je ne sais pas moi de dire, je ne suis pas président ni Premier ministre, quel choix à faire, mais enfin, c'est vrai que dans les dépenses, il y en a qui sont prioritaires parce qu'elles sont vitales. Et la défense, c'est vital, d'autres qui le sont moins. Il va falloir expliquer. Mais pour ça, il faut arrêter de dire, et heureusement, ils ne le disent plus maintenant, nous ne sommes plus en guerre avec la Russie. C'était encore quelque chose qui était répété par des dirigeants européens, y compris Emmanuel Macron. Là, il faut arrêter de le dire. Bon, après, ce qu'il faut voir, c'est que ça va avoir des implications directes. Cette altercation spectaculaire, ça pourrait entraîner un assèchement immédiat de l'aide militaire américaine en faveur de Kiev, ça va avoir des conséquences immédiates, c'est-à-dire que en l'état actuel des munitions que possèdent les Ukrainiens, on peut aller jusqu'à avril-mai. Encore une fois, sans parler des sanctions, sans parler de ces avoirs qui sont gelés. Il y a quand même deux points clés sur lesquels j'aimerais vous entendre. Le point clé, c'est donc les Patriotes, les missiles antimissiles qui sont de fabrication américaine et qui permettent d'arrêter des vecteurs type Oreshnik, je ne sais pas, mais en tout cas, dont on avait parlé, les Kandjal supersoniques. Donc ça, c'est un point. Et puis la deuxième chose qui est très importante, c'est Starlink.
l'homme qui a le doigt sur le bouton, c'est Elon Musk. Il a déjà menacé d'arrêter. Ce sont ces satellites qui permettent une connexion Internet aux Ukrainiens et de se déplacer sur ce champ de bataille qui est devenu un absolu brouillard. Donc, dans ces conditions-là, est-ce que réellement les Ukrainiens ont la capacité de se battre tant que les Européens ne se sont pas mis en ordre de marche? Alors, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Oui, c'est vrai. Même si, par exemple, les systèmes de défense antimissile, nous en avons d'autres. Nous avons les systèmes NASAM, etc. Enfin, je veux dire qu'on peut peut-être vraiment fournir et produire en plus grand nombre pour les donner aux Ukrainiens. On ne peut pas se débarrasser de tout ce que nous avons non plus. Hein. Ça, on le sait aussi, y compris français. On a aussi des sites à sécuriser, bien évidemment. Mais je veux dire, si on passe en économie de guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi mettre en ordre de bataille nos industries civiles. Mais vous voyez le sens de ma question. Le hiatus entre passer en économie de guerre et des Ukrainiens ça prend du temps. Ça prend un peu plus de temps. Mais cela dit, l'économie de guerre raccourcit quand même. L'économie de guerre, je veux dire, si à partir du moment où on transforme un certain nombre d'industries civiles, ce qui est prévu par tous les textes régissant l'économie de guerre, il y a tout un. Et pour que nos téléspectateurs comprennent, ça prend combien de temps ça? Ça, je pense qu'on peut passer effectivement, d'après ce que disent certains industriels, on peut passer un an et demi. Alors vous allez me dire qu'il y a un gap. Oui, vous allez me dire qu'il y a un gap. Et c'est vrai, encore une fois, c'est vrai. Alors Starlink, il y a deux choses. Parce qu'il y a Starlink d'un côté et il y a le renseignement militaire américain avec tous les systèmes satellitaires propres qui permet aux Américains de guider les troupes ukrainiennes dans l'atteinte d'un objectif. Ça, je pense qu'effectivement, ça risque d'être terminé. Starlink, c'est plus compliqué. Pour une raison simple. C'est que Musk, il a des clients. Et si, à un certain moment, il montre que c'est uniquement en fonction d'objectifs politiques qu'il accorde ou qu'il n'accorde pas, je dirais, des connexions ou des facilités satellitaires, la mise en œuvre de ces satellites, je pense que ça va lui poser un véritable problème industriel, économique. Il fait quand même aussi attention à cela. C'est surtout payé par la Pologne dans le cadre d'un contrat aussi. Et donc il ne peut pas remettre en question le contrat. Voilà, exactement. Et autre option sur la table qui a été évoquée hier par le président de la République français Emmanuel Macron, c'est d'ouvrir les discussions sur une dissuasion nucléaire européenne. Est-ce que vous y êtes favorable? Alors, encore une fois, il faut savoir ce que l'on entend par là. D'abord, c'était pendant très longtemps un tabou en Allemagne, et on a vu effectivement, le soir de son élection, Friedrich Merz dire on va se tourner vers les États-Unis, vers le Royaume-Uni, et la France, pour voir ce qu'on peut faire. Deuxièmement, extension. Quand on regarde l'ensemble des discours des présidents de la République successifs, depuis le général de Gaulle, mais en passant par tous, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, que ce soit François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, ils ont tous dit qu'à un certain moment, quand un pays européen est attaqué, c'est également notre sécurité. Alors ils ne peuvent pas, c'est l'ambiguïté stratégique même propre à la dissuasion nucléaire, ils ne peuvent pas dire explicitement, si un jour vous avez une bombe qui arrive sur Berlin, voilà ce que nous allons faire. Personne ne peut le faire. Deuxièmement, il y a une chose qui est totalement impossible, parce qu'il y a eu beaucoup de faux débats, notamment lancés par l'extrême droite, je dirais, sur le sujet, disant c'est une dissuasion partagée. Et il n'est pas question que la France, pas plus que le Royaume-Uni, pas plus d'ailleurs que les États-Unis, partagent l'usage du bouton nucléaire. C'est-à-dire que c'est toujours le président français ou le Premier ministre britannique ou le président américain qui, in fine, diront nous y allons, nous n'y allons pas. Donc faisons attention parce que souvent, le grand public... Le débat est biaisé, oui. Voilà, est un peu confus là-dessus. Il ne s'agit pas de partager la décision. Partager, en revanche, de manière peut-être plus officielle, plus claire, l'utilisation, ce qu'on appelle la sanctuarisation, effectivement, du territoire qui sera plus national, mais peut-être européen. C'est quand même de voir hier l'Europe tout à fait unie. On va écouter d'abord Emmanuel Macron, justement, qui montrait son soutien à Kiev, et puis après, l'ensemble des dirigeants européens, justement, qui faisaient bloc pour l'Ukraine. Écoutez. Je pense que nous connaissons tous la situation. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé et qu'il faut respecter ceux qui depuis le début se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là.
Voilà, très intéressant de voir tous les dirigeants européens, à part le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui a remercié Donald Trump pour avoir défendu courageusement la paix. Mais regardez quand même Donald Tusk qui dit « Chers Ukrainiens, vous n'êtes pas seuls » et puis a signifié aussi la déclaration de Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne. Aujourd'hui, il est devenu clair que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. C'est à nous, Européens, de relever ce défi. Alors, qui pourrait être l'homme fort, justement, de ce nouveau monde libre, Nicolas Tenzer? Alors, je ne sais pas si ce sera un homme fort ou une femme forte. D'ailleurs, Kaja Kallas, que je connais un peu, me paraît d'ailleurs très bien désignée pour être cette leader. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est une femme absolument exceptionnelle, remarquable, qui a toujours eu une clarté de vue sur la menace russe absolument parfaite et impeccable. Donc ça, je ne sais pas, effectivement, je ne vais pas à point de désigner, est-ce que c'est Emmanuel Macron, est-ce que c'est Friedrich Merz? Non, mais c'est vrai qu'on a vu Emmanuel Macron, justement, à Washington, essayer cette diplomatie. Mais vous avez Keir Starmer aussi, évidemment. Et on avait déjà demandé à Emmanuel Macron sous quel titre il s'était présenté à Washington seul le mercredi quand il a décidé de réunir tous les leaders européens en disant en gros Manu c'était super mais à quel titre y aller, en tant que président français ou en tant que leader européen? On a bien senti qu'entre ce que le président français dit en confession dans Paris Match cette semaine en expliquant sa visite aux États-Unis et ce qu'il a pu répondre à Giorgia Meloni, il y a eu je crois un petit désaccord en effet sur la mission qui était la sienne. Oui, mais ce qui est important c'est que ce soit la collectivité Europe qui soit présente. Et quand Kaja Kallas dit dans effectivement ce tweet, aujourd'hui ce ne sont plus les États-Unis qui incarnent le monde libre. Je ne sais pas si ça le sera à nouveau demain, mais déjà, quand même, vous aviez des doutes, encore une fois, sur la crédibilité des États-Unis depuis très longtemps. Moi, je me rappelle même des discussions à Tokyo et à Séoul en 2013-2014, où déjà les Japonais et les Sud-Coréens disaient est-ce qu'on peut croire aux États-Unis, parce qu'ils sont quand même liés par des alliances de défense avec les États-Unis, est-ce qu'on peut y croire ou pas? Donc, c'est pas nouveau. Mais là, aujourd'hui, on est devant, effectivement, quelqu'un de l'autre côté. Donc, ce sera à cette collectivité-là d'incarner le monde libre. Et la question, c'est pas la personne. La question, c'est pas la personne. La question, en revanche, que vous évoquiez cette question justement, c'est l'union. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de divergences entre ces dirigeants, non pas sur le fond, mais quand même sur le rythme, sur ce qu'il faut faire. Par exemple, sur la question d'envoi des troupes, sur les modalités d'envoi des troupes, où est-ce qu'on les met, comment on le fait, à quelles conditions, à quel moment. Enfin bon, il y a plein de... Sur ce qu'on achète aussi, à quel pays, par exemple? Voilà. Est-ce qu'on continue à acheter aux États-Unis? Ça, c'est une vraie question aussi qui est sur la table. Alors là-dessus, effectivement, Emmanuel Macron, je pense, a totalement raison. Il va falloir bâtir en européen, c'est-à-dire qu'il faudra une base industrielle. Regardez ce qui s'est passé quand même à la fin, je dirais, de l'année dernière. Vous avez eu un moment, c'était après d'ailleurs l'élection de Trump, le président Biden a dit, enfin nous autorisons les armes américaines ou les armes ayant des composants américains à frapper le territoire russe. Et que les Ukrainiens les utilisent pour ce faire. Jusqu'à présent, les Français qui livraient à l'Ukraine donc des Scalp, des missiles Scalp, ou les Britanniques livrant des Storm Shadow, c'est à peu près la même chose d'ailleurs, en fait ne pouvaient pas dire aux Ukrainiens vous allez les utiliser parce qu'il y a des composants américains. D'où la nécessité effectivement d'avoir une production européenne, strictement européenne. C'est pas facile, c'est pas tout de suite, encore une fois. Le problème c'est pas tout de suite, Nicolas. À chaque fois on bute sur le délai. Donc là, on dit, si les Américains arrêtent d'aider une aide militaire, on est là et notre industrie, on va se mettre en économie de guerre. Mais ça fait déjà 3 ans qu'on n'a pas fait. Il y a des délais, même si on accélère, même si on met plus d'argent. Pour faire simple, pour la défense, ça ne va pas arriver dans les 6 mois. Or, l'Ukraine, ils ont besoin tout de suite d'armes. Et on ne va pas continuer à acheter des armes. C'est ça, à chaque fois, c'est le problème. C'est le moment où... Comment on fait? Et là, on est coincé. D'abord, nous avons pris beaucoup de retard. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est le passé. C'est le passé. Aujourd'hui, encore une fois, passer en économie de guerre, quand je dis que ça veut dire de transformer, c'est pas continuer à faire ce qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez des entreprises françaises, Nexter, par exemple, pour la production de César, ils ont augmenté de manière considérable la chaîne de production. C'est très bien, ils ont fait un gros effort. Bon, aujourd'hui, on peut passer à une autre échelle. Alors, qu'est-ce qui fait que ce qui s'est passé hier à la Maison-Blanche soit le réel déclic? Parce que, quand on a déjà le déclenchement de la guerre aux portes de l'Europe, ça devrait déjà être un déclic immense. Qu'est-ce qui fait qu'en réalité, un clash, comme on le dit depuis pratiquement 24 heures, soit en réalité un appel de phare ou une prise de conscience beaucoup plus conséquente que le déclenchement d'une guerre il y a 3 ans à nos portes? Mais je pense que vous posez la bonne question. Je n'ai pas de réponse à cette question parce qu'effectivement, je pense on devrait être parfaitement au courant de tout cela.
Je veux dire, vous avez gentiment évoqué tout à l'heure ce que j'écrivais dans Notre Guerre. Je veux dire, Notre Guerre, ça fait un peu plus d'un an que j'ai écrit ce livre, j'avais fait beaucoup d'articles sur le sujet. Ça fait longtemps que je dis d'aujourd'hui, nous devons passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, si nous devons céder et si nous acceptons que la Russie gagne ne serait-ce qu'une petite partie du territoire ukrainien, ce sera un signal qui sera donné à Vladimir Poutine pour se réarmer, pour aller plus loin. Si demain les sanctions américaines, et encore une fois, c'était quand même implicite après la rencontre de Marco Rubio et de Sergei Lavrov, donc le secrétaire d'État américain et le ministre des Affaires étrangères russe à Riyad, si demain les sanctions sont levées, que vous avez le commerce qui reprend entre les deux pays, ça veut dire, encore une fois, que la Russie va avoir encore plus de capacités. Mais tout ceci, encore une fois, est écrit. Est écrit aussi dans votre livre qui est à lire, Notre Guerre, Nicolas Tenzer, aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été sur ce plateau.